Bonjour, bienvenue à cette rencontre éditoriale du Devoir. Ce matin, nous recevons le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, qui a un programme ambitieux pour la rentrée automnale avec l'idée de rétablir des règles du jeu plus équitables dans l'industrie des médias et de réussir à faire payer une juste part pour les géants du web et plusieurs autres projets. Alors, nous recevons M. Guilbeault avec Guillaume Bourgault-Côté, journaliste au Devoir, spécialiste des politiques culturelles, et moi-même, évidemment, Brian Mars, directeur du Devoir. Alors, on passe la prochaine demi-heure avec M. Guilbeault et on lui pose toutes les questions qu'on a par la tête sur cette rentrée et ces grandes politiques qui vont redéfinir la souveraineté culturelle du Canada pour des décennies à venir. Guillaume? Oui, merci. Bonjour, M. Guilbeault. Merci d'être ici. Peut-être pour mettre la table, il y a la rentrée parlementaire qui s'en vient dans les prochains jours. Mettre la table sur l'automne législatif au patrimoine. Très rapidement, les grands dossiers qui s'en viennent pour vous puis que vous allez déposer dans les prochains mois, ça ressemble à quoi? Puis ensuite, on entrera dans le détail. Trois gros projets de loi qui tournent autour vraiment de ce que M. Miles disait, donc de recréer un équilibre par rapport au rôle de plus en plus important que jouent les géants du web dans différentes sphères de nos vies. Alors, le premier projet de loi qui sera déposé sera pour moderniser la loi sur la radiodiffusion, donc qui encadre nos diffuseurs au Canada, que sont Bell, Radio-Canada, Québécois, les radios, télé, et ainsi de suite. Cette loi-là n'a pas été revue depuis pratiquement l'invention d'Internet. Évidemment, le monde a beaucoup changé. Avant, tout le monde était abonné au câble, maintenant de moins en moins. Et la façon dont on a construit le système à l'époque, c'est une combinaison des abonnements au câble, des revenus publicitaires que tirent les diffuseurs de ce qui se retrouve sur leur zone, qui finançait le contenu canadien et québécois. Or, plus les gens se débranchent du câble, plus ils vont vers les géants du web, qui, eux, présentement, ne sont soumis à aucune exigence réglementaire en termes d'investissement, de contenu, en termes de diffusion, pas soumis à la loi sur les langues officielles. Et là, ça crée vraiment un déséquilibre, de sorte que selon les projections du ministère du Patrimoine, d'ici 2023, c'est plus d'1 milliard de dollars en moins qu'il y aurait pour les productions canadiennes et québécoises. Or, nous, on veut inverser cette tendance-là. On veut aller chercher l'argent là où elle se trouve. Et le projet de loi vise à faire en sorte qu'il y ait une contribution de ces géants-là pour rééquilibrer un peu. Parce que là, on a des joueurs canadiens qui sont soumis à une réglementation, qui ont des obligations de dépenses, qui doivent se conformer à d'autres règlements. Puis on a de très grandes entreprises et de richissimes entreprises qui ne sont soumises à aucune règle. C'est intenable. Là, vous dites 1 milliard en moins selon les projections de patrimoine canadien. Ça veut dire quoi? C'est la part qu'accaparent, dans le fond, les géants du web par rapport à ce qui était le financement auparavant? C'est une combinaison de choses, mais le fait que donc, les gens se débranchent de plus en plus des câbleaux distributeurs qui payaient des redevances pour ces fonds-là. La diminution aussi, puis ça, on le vit également dans le monde des médias, évidemment, la diminution de l'assiette publicitaire pour les diffuseurs traditionnels canadiens qui va de plus en plus aux géants du web. L'un dans l'autre fait en sorte qu'au cours des prochaines années, il y aurait, selon les projections, 1 milliard de dollars de moins de disponibles pour nos créateurs, nos artisans au Québec et au Canada. Donc, loi sur la radiodiffusion s'en vient. Vous disiez 3 projets de loi. Deuxième, sur ce qu'on a le concept de droit voisin. Donc, le fait que les géants du web utilisent vos contenus, Le Devoir, la presse, Radio-Canada, Bell et les autres, pour en tirer des revenus, pour attirer des gens sur leur plateforme, et que vous n'êtes pas compensé de façon adéquate pour ça. On a vu que la France et l'Australie veulent agir dans ce sens-là. Il n'y a pas encore de règlement qui s'est fait avec les géants du web dans ces deux pays-là. Nous sommes en contact avec eux et nous voulons aller dans le même sens. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce matin exactement quelle forme ça va prendre parce que on ne peut pas simplement dire, bon, la France le fait de telle façon, on va importer ça ici. On n'a pas
les mêmes règlements, on n'a pas nécessairement les mêmes institutions, mais on s'entend sur le principe, sur l'idée de demander aux géants du Web de vous compenser de façon adéquate. C'est vraiment l'objectif qu'on poursuit avec ça. Vous avez parlé beaucoup du modèle australien qui semble vous inspirer. Bien, on regarde, en fait, les deux modèles qui existent, c'est le modèle australien puis le modèle français, qui se ressemblent quand même, mais où il y a des différences. Mais dans un cas comme dans l'autre, essentiellement, ce qu'on a fait, à peu de choses près, on a demandé l'équivalent du bureau sur la concurrence dans ces pays-là. On leur a donné des pouvoirs additionnels. On leur a demandé de tenir des audiences sur le rôle des géants du Web et des médias dans ces deux pays-là. Les audiences ont conclu, dans un cas comme dans l'autre, que ce que font les géants du Web n'est pas équitable pour les médias. Et là, dans le cas de la France, en France, on a fonctionné de façon un peu différente qu'en Australie. On a décidé de faire ces audiences-là, non pas envers Facebook, mais Google. Et quand je parlais au ministre français, j'ai dit « Pourquoi Google? » Il dit « Si on réussit à s'entendre avec le plus grand, on devrait être capable de s'entendre avec les autres. » Et là, de ce jugement-là, de leur bureau sur la concurrence ou l'équivalent en France, il y a une négociation maintenant depuis quelques mois entre Google et l'Association française des éditeurs qui représente l'ensemble des médias. L'Australie fonctionne de façon un peu différente, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Alors nous, on regarde comment on pourrait... Est-ce que ce serait le bureau de la concurrence? Comment on ferait ça? Mais l'objectif qu'on poursuit est le même que ces deux pays-là. Est-ce que vous avez une collaboration ou une ouverture de Google et Facebook Canada pour mettre cette réforme-là en marche? On a eu certaines discussions avec eux. Je vous dirais que du côté de la radiodiffusion et de la réforme de la loi sur la radiodiffusion, nous avons eu beaucoup de discussions avec les Netflix, Amazon, Spotify, Apple Music, beaucoup. J'étais en vidéoconférence il y a quelques semaines avec le PDG de YouTube là-dessus parce que, évidemment, on ne veut pas s'attaquer à ce que les individus mettent sur YouTube, mais YouTube, de plus en plus, agit parfois comme un média en créant ses propres contenus, diffusés très largement sur ses plateformes, tire des revenus publicitaires. Donc, alors, je discutais avec YouTube. Nous avons eu moins de discussions avec Facebook et Google sur le deuxième projet de loi. On a vu publiquement que Facebook ne semble pas particulièrement chaud à cette idée-là. Ils ont menacé de couper tous les ponts en Australie, donc de faire en sorte que les médias australiens n'auraient plus accès à la plateforme de Facebook en Australie. Moi, je trouve ça tout à fait inacceptable, ce genre d'attitude-là, un peu bully de la part de Facebook. Moi, ça me fait penser à quand j'étais militant écologiste, et c'est ce genre de discours qu'on entendait de certains grands pollueurs, de dire non, nous, il n'y a pas de problème, puis tout va bien, puis on n'est pas responsable de rien. Ça ressemble quand même un peu à ça. Ça ne vous inquiète pas, par contre, pour le type de réaction qu'il pourrait avoir ici? Honnêtement, je vois pas. D'une part, Facebook nous dit, écoutez, on tire très peu de revenus des médias pour nos plateformes. Alors, si c'est vrai, si on les prend au mot, je ne vois pas pourquoi ils devraient être si préoccupés, parce que s'ils ne tirent pas beaucoup de revenus, ben, ce qu'on va faire ne devrait pas les affecter beaucoup. Après ça, on peut se poser la question, est-ce que cette affirmation-là est vraie? Il y a quand même un certain nombre de recherches qui ont été faites qui semblent démontrer que cette affirmation-là n'est pas vraie. Est-ce que Facebook va pouvoir boycotter l'Australie, la France, le Canada et je soupçonne avant longtemps beaucoup d'autres pays avant d'avoir un modèle d'affaires qui ne tient plus la route? Moi, j'en doute. OK. J'aimerais qu'on parle de la loi sur la radiodiffusion. Le troisième projet. Le troisième projet, c'est sur toute la question de la haine en ligne, le discours haineux, l'incitation au terrorisme, la pornographie juvénile. C'est un engagement de notre plateforme électorale. C'est l'autre projet de loi sur lequel je travaille en collaboration avec d'autres collègues, le ministre Dominique Leblanc, évidemment le ministre de la Justice, David Lametti. Et nous voulons également déposer un projet de loi sur cette question-là. Et là, je sais qu'une partie de la droite canadienne et du Parti conservateur crie à la censure et
à la fin de la liberté d'expression. C'est pas du tout le cas, là. Nous avons dans la vie balisé ces questions-là. Il y a une liberté d'expression, mais on ne peut pas dire n'importe quoi au nom de la liberté d'expression. Le discours haineux, l'incitation à la violence ou au terrorisme sont balisés dans la vie. Alors, je ne vois pas pourquoi on est capable de faire ça dans la vie, puis on ne serait pas capable de faire ça sur Internet. Vous allez responsabiliser les plateformes à cet égard-là, puis leur faire porter le fardeau de la responsabilité, parce que pendant trop longtemps, on a évoqué d'une manière un peu abusive le concept de neutralité du net, qui a été très mal compris par certains membres des gouvernements qui se sont succédés. Mais la neutralité du net ne veut pas dire qu'on tolère tout sur Internet, y compris l'incitation à la haine de la pornographie juvénile qui se ferait un chemin sur les plateformes de nos enfants en ce moment avec une facilité déconcertante. Allez-vous tenir les plateformes responsables? Absolument, absolument. J'ai fait... On m'a démontré à quel point, sur une des grandes plateformes, Instagram pour ne pas la nommer, à quel point c'est facile, quelques clics, quelques mots de recherche, et on tombe sur des comptes de pornographie juvénile à profusion. Là. C'est au vu et su de tout le monde. C'est même pas caché. Alors oui, tout à fait, il faut responsabiliser ces entreprises-là. Et c'est ce qu'on vise à faire avec ce que je comprends, c'est que vous allez, en bon français, caler leur bluff. C'est-à-dire cesser d'accepter cette logique que ce sont des compagnies de technologie et non pas des médias diffuseurs de contenu. Parce que c'est comme ça qui évoque l'absence de responsabilité par rapport à ce qui est publié. Je pense que c'est cette défense-là des géants du Web ne tient plus la route. Mais c'est encore la défense qui nous avance. Oui, mais même aux États-Unis, de plus en plus, cette approche-là est critiquée par le Congrès américain. Et oui, nous allons les responsabiliser. Nous avions pris un engagement d'exiger que, par exemple, des publications à caractère haineuse ou encore, dans le cas de la pornographie juvénile, ça va aller encore plus loin, mais que ce soit retiré en l'espace de 24 heures. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on travaille pour ce troisième projet de loi-là. Okay. Le projet de loi sur le droit d'auteur, je comprends que ça relève davantage d'industrie? Non, c'est-à-dire que la réforme de la loi sur le droit d'auteur, c'est un autre projet de loi sur lequel on travaille, qui est peut-être moins avancé, celui-là, que les autres, mais que j'aimerais pouvoir déposer. L'automne, dans le cas du droit d'auteur, je pense que ce serait excessivement optimiste, mais peut-être à la session, probablement à la session d'hiver. Ça fait quand même 3 ans que le réexamen est annoncé, en cours, etc. Oui, puis il y a eu 2 comités parlementaires dans le Parlement précédent qui se sont penchés là-dessus, un du côté de l'industrie, un du côté du patrimoine. Alors là, on essaie de réconcilier un peu les points de vue sur ces questions-là, mais ce serait donc un 4e projet de loi qui... Mais pas avant le printemps. Peu probable. OK. Loi sur la radiodiffusion, je pense que ça va être le gros élément. On en parle beaucoup, puis ça a été d'ailleurs, c'était une promesse de la plateforme de la dernière campagne électorale, cette idée de faire en sorte que les géants du Web contribuent à, on va dire, l'écosystème culturel canadien, médiatique, le financement, tout ça. Je comprends que vous ne pouvez pas dévoiler la totalité du projet de loi avant de le déposer, mais j'aimerais comprendre en même temps un petit peu vers quoi on s'enligne là-dessus. On s'est parlé la semaine dernière, vous disiez on veut le même niveau d'effort de la part des géants du Web, donc américains ou étrangers pour la plupart, que ce qu'on demande aux entreprises canadiennes. Elles doivent respecter des quotas, elles doivent verser des redevances. Il y a ce genre d'exigence-là qu'on a pour nos entreprises. Est-ce que c'est, lorsque vous parlez du même niveau d'effort, c'est ça que ça veut dire qu'on va leur imposer d'une façon quelconque, d'une part, des quotas, d'autre part, des redevances ou des niveaux de dépenses minimales? J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le niveau d'effort. Certainement des obligations de dépenses et d'investissement. Le modèle va... Il faut quand même qu'il y ait une certaine flexibilité dans cette loi-là parce que les modèles d'affaires d'une entreprise à l'autre est très différent. Donc, ce que fait Netflix, ce que fait Amazon Prime, ce que fait Disney ou Spotify, c'est quand même assez différent. Alors, on veut que les entreprises aient une flexibilité, mais on veut une obligation de résultat. L'objectif qu'on poursuit, on en poursuit plusieurs, mais essentiellement, c'est
plutôt que d'avoir, d'ici 3 ans, un déficit d'1 milliard, moi, l'objectif que nous poursuivons, c'est qu'il y ait quelques centaines de millions de plus par année qui soient investis. Puis là, c'est difficile de vous donner un chiffre exact parce que il faudra voir, il faudra ajuster, mais on est dans l'ordre de centaines de millions de plus qui seront investis année après année. Et cet argent-là va venir des géants du web. Il ne viendra pas des diffuseurs, des diffuseurs canadiens qui, eux, font déjà leur effort. Mais investi quoi? Dans des productions locales ou dans un fonds X? Comment le type d'investissement serait quoi? Bien, dans du contenu canadien-québécois. On va porter une attention particulière dans la réforme de la loi aux faits français. Okay. Et les langues autochtones et évidemment les productions pour les organisations issues des communautés sous-représentées. OK. Parce que dans l'entente, la fameuse entente Netflix qui a été signée en 2017, il y avait cette question-là qui a beaucoup dérangé, notamment, pas de quota de production francophone. Donc, Netflix nous disait on va investir 500 millions. Nous, on espérait qu'ils investissent en partie dans du contenu francophone. On sait qu'il y en a eu un petit peu, on ne connaît pas l'ampleur, mais je comprends que cette approche-là, c'est fini. Et sur la question du fait français, d'un quota de production francophone, ça va être dans le prochain projet de loi. Il va y avoir toutes sortes de mécanismes, des mécanismes incitatifs, mais je le répète, là, nous allons, dans la réforme de la loi, reconnaître, et ce n'est pas le cas présentement, nous allons reconnaître le fait français dans la réforme que nous allons mettre de l'avant. Il y avait 2 prémices importantes dans le rapport Yale. La première était que, à l'ère du numérique, un écran est un écran. Et les nouvelles façons de financer la production ne devraient pas être faites en fonction de l'ancien monde analogique et les anciennes filières de production, mais bien d'être agnostique sur le type de... Sur la technologie. Sur la technologie. Oui. Et la deuxième prémisse, c'est que tous les acteurs qui participent et bénéficient de la production canadienne devraient participer à son financement. Donc, est-ce que ces 2 grandes marottes du rapport Yale qui permettraient d'envisager l'avenir autrement, qui permettrait à un média comme Le Devoir ou d'autres d'accéder à un fonds de médias. Est-ce qu'on accepte ces prémices-là du rapport Yale, puis ça va se trouver sa correspondance dans les éventuels projets de loi? Tout à fait sur le fait que ceux qui bénéficient doivent contribuer. Et nous savons que, une des choses, en fait, nous savons que ces entreprises-là génèrent beaucoup de revenus et de profits au Canada, mais on ne sait pas très bien comment. Une des choses qu'on veut faire dans le cadre de la modernisation de la loi, c'est de donner au CRTC les outils nécessaires pour aller chercher cette information-là, ce qu'ils ne peuvent pas faire présentement. Je ne suis pas intéressé par les algorithmes et comment Netflix ou Amazon Prime programment ces trucs. C'est pas ça qu'on cherche. Et les compagnies sont très réfractaires à ça. Ça ne nous intéresse pas. C'est un secret industriel pour eux, l'algorithme. Exactement. Par contre, moi, je veux qu'on puisse savoir, Netflix a combien de membres au Canada et génère combien de revenus. Même chose pour les autres. Ça, il faut avoir cette information-là pour être en mesure de comprendre, est-ce que leur contribution au contenu québécois-canadien est adéquate? Est-ce que le niveau d'effort est là? Et ça, c'est très important. Sans cette information-là, difficile de voir comment on y arrive. Et effectivement, on va garder... On ne va pas effacer complètement l'ancien modèle qui nous a quand même assez bien servi, mais il faut le moderniser. Le modèle qui existait auparavant, la licence, tout ça, il va y avoir des modifications, mais c'est un modèle qui a bien servi la société québécoise, la société canadienne. Donc, on va pas faire table rase de tout ça, mais il faut trouver une façon que ces grandes entreprises-là, très profitables, contribuent au niveau de leurs activités au Canada. Bien, 2 choses sur les algorithmes, parce qu'il y avait quand même eu cette idée de demander plus de transparence. Je comprends le secret industriel, mais est-ce que l'algorithme ne joue pas un rôle aussi pour ce qui est de la découvrabilité et indirectement du fait français ou de la présence des productions? Mais on n'a pas besoin d'avoir accès à leur algorithme pour avoir des exigences, notamment sur la découvrabilité. Donc, pour que quand mes enfants vont sur Spotify, que ce ne soit pas un chemin de croix d'arriver à trouver une liste de musique québécoise qui a de l'allure. Quand on fait l'exercice présentement, le résultat est mitigé. Ouais.
OK. Mais donc, sur la découvrabilité, ça demeure... Tout à fait. C'est un des éléments de... Ouais. Vous avez parlé des licences aussi, parce que le rapport Yale avait cette grande réforme-là de dire le CRTC ne peut pas imposer des licences aux géants du Web. Par contre, on peut arriver avec un système mixte qui serait des licences pour tout ce qui est radio-télévision et un régime d'enregistrement pour ce qui est des plateformes numériques. Puis pour ces deux types de licences ou le régime, on a des exigences de financement et tout ça. Donc, licence, régime d'enregistrement, système mixte, est-ce que c'est quelque chose vers quoi le projet de loi va aller? Le système mixte est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré pour la préparation de la réforme de la loi sur la radiodiffusion. Pas nécessairement dans les termes que vous venez d'utiliser, mais ce concept-là de système mixte, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à M. Miles. Je pense que le système en place nous a bien servi pendant des décennies, mais il faut moderniser ce système-là et il faut lui ajouter tout un volet qui s'attaque aux géants du Web. D'ailleurs, le CRTC, est-ce que ça implique une réforme complète du CRTC? Le rapport Yale suggérait même de changer de nom puis de revoir vraiment l'étendue des pouvoirs. Bien, il faut donner... Présentement, le CRTC a très peu d'outils dans sa boîte à outils. S'il veut difficilement imposer des amendes, en fait, pratiquement le seul outil qu'il a, c'est une bombe nucléaire. Il peut enlever la licence à un diffuseur. Mais à part faire ça, le CRTC n'a pas beaucoup d'outils. Nous, ce qu'on veut faire, c'est donner des outils. Quand vous dépassez la limite de vitesse en voiture sur l'autoroute, la première chose que la police fait, c'est pas de vous enlever votre permis, à moins que vous soyez un récidiviste, là, mais normalement, on va vous donner une amende pour ne pas avoir respecté le code de la route. Mais je pense que le CRTC devrait avoir autre chose que juste la capacité d'enlever le permis de conduire à quelqu'un. Et que peut-être qu'avant d'arriver là, on pourrait imposer des amendes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le nouveau CRTC devienne l'arbitre du bon goût et que justement la critique sur la censure revienne encore plus forte qu'auparavant? Non, le CRTC ne va pas s'intéresser au contenu outre que pour déterminer si les différents acteurs respectent leurs exigences réglementaires en termes d'investissement. Mais après ça, c'est pas le CRTC qui va décider quelle émission va aller de l'avant ou quelle émission ne se fera pas. Est-ce que le CRTC, dans votre version, pourrait sanctionner ou donner des amendes à une station de radio ou un média qui va trop loin, qui flirte avec des complotistes, par exemple? En fait, il faut voir vraiment que dans le projet de loi sur la radiodiffusion, on est vraiment dans comment on intègre les géants du Web au financement du contenu québécois et canadien. Ce dont vous parlez, on est plus du côté du troisième projet de loi dont je parlais sur la haine en ligne et le discours haineux. Et là-dessus, il nous reste beaucoup de travail à faire parce que la question que vous posez est fort pertinente. Est-ce que jusqu'où l'État peut aller avant qu'effectivement on soit dans la censure? Il faut arriver, comme on le fait dans la société en général, on a trouvé un équilibre entre, oui, il y a une liberté d'expression, mais cette liberté d'expression-là, elle est balisée. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au nom de la liberté d'expression. Il faut arriver à trouver cet équilibre-là par rapport à ce qu'on retrouve sur la toile. En effet, mais la liberté d'expression englobe aussi les propos qui sont choquants, offensants. Si la liberté de penser le contraire de votre collègue ou vis-à-vis. Et cette liberté-là est fragile quand on commence à vouloir poser des jugements d'ordre qualitatif. Mais c'est pas du tout ce que le CRTC va faire. On n'est pas là du tout. Là. Bon. Est-ce qu'il y a c'est rassurant d'entendre ça. Et est-ce qu'il y a des éléments du rapport Yale que vous laissez tomber? Bien, en fait, il y avait vraiment beaucoup d'éléments dans le rapport Yale, à la fois sur la question de la radiodiffusion et des télécommunications. Nous avions, en tant que ministre du Patrimoine, j'avais deux choix devant moi. Soit j'essayais de faire un projet de loi, une espèce de projet de loi mammouth, avec à peu près tout,
plusieurs des éléments, pas nécessairement tous, mais plusieurs des éléments qu'on retrouvait dans le rapport Yale. Et là, j'essayais de faire passer ça dans un gouvernement minoritaire où on contrôle pas nécessairement l'agenda législatif, on contrôle pas les comités. Ça m'apparaissait très risqué comme stratégie parlementaire. Alors, vous allez voir que le premier projet de loi qu'on va déposer va pas s'attaquer à tout ce qu'il y avait dans le rapport Yale sur le volet radiodiffusion. On a décidé à mon avis, l'une des choses, c'est pas la seule chose qu'il va y avoir dans ce projet de loi-là, mais l'une des choses qui presse le plus, il faut apporter de l'oxygène à l'écosystème, et cet oxygène-là, c'est l'argent, et l'argent, elle est chez les géants du Web. Alors ça, c'est vraiment l'une des priorités de ce projet de loi-là. Il y a beaucoup d'autres éléments. Le rapport Yale propose, nous avons le fonds pour la production Téléfilm Canada, nous avons également le fonds pour les médias. Le rapport Yale dit qu'il faudrait fusionner puis avoir juste un fonds. Toute la question de Radio-Canada, CBC, que, soit dit en passant, M. O'Toole aimerait abolir. C'était l'un de ses engagements dans la course à la chefferie du Parti conservateur. On ne réussira pas, dans le premier projet de loi, à s'attaquer à tout. On a essayé de circonscrire quand même pour être capable de le faire passer au Parlement et que cette loi puisse permettre à nos créateurs québécois, canadiens, d'avoir accès à ces centaines de millions-là additionnels que j'aimerais voir dans l'écosystème canadien. Donc, ça veut dire que la recommandation, notamment, qu'il n'y ait plus de publicité pour ce qui est de Radio-Canada et donc une compensation qui viendrait combler ça, ça ne sera pas dans le projet de loi? C'est pas ce que je dis. Puis, il y a toute une réflexion là-dessus. Moi, je suis je l'ai déjà dit publiquement, là, je suis un fan de la Société d'État, de Radio-Canada, CBC. Je suis aussi un fan du Devoir, évidemment. Mais le modèle de dire on va rendre CBC Radio-Canada complètement dépendant de fonds gouvernementaux est un modèle qui a des avantages, mais qui a aussi des risques. On l'a vu sous Stephen Harper, les coupures massives qu'il y a eu à CBC Radio-Canada. Alors, si la Société d'État ne dépend que du gouvernement et que là arrive un gouvernement qui est peu favorable, puis bon, je parlais de M. O'Toole il y a quelques minutes, il n'est clairement pas favorable, est-ce qu'on ne compromet pas la viabilité à long terme? Est-ce qu'il y a d'autres modèles de financement? Ça peut être un financement hybride comme celui qui est en place présentement, qui serait du financement gouvernemental, peut-être de la publicité, peut-être autre chose. Il faut regarder ça. Vous êtes conscient aussi que Radio-Canada, par ses moyens, vient aussi distorsionner le marché des médias. Capacité d'embauche, capacité de progresser dans l'organisation. Et l'accès à la publicité pour Radio-Canada vient aussi déséquilibrer encore un écosystème fragile. Là. Les médias sont déjà assommés par la concurrence impossible avec Facebook et Google. Et s'ajoute un joueur qui est relativement stable dans son financement et qui doit être stable dans son financement. Radio-Canada, on y croit tous, là, je suis d'accord avec vous, mais ça, pour une entreprise privée comme Le Devoir, pour d'autres éditeurs de presse, ça finit par venir un peu déséquilibrer le marché. Bien, deux choses là-dessus. Sur le déséquilibre, si on prend une échelle un peu artificielle, là, mais au niveau du déséquilibre par rapport à la publicité, Radio-Canada est probablement ici. Google, Facebook, 90% à peu près de l'assiette publicitaire. Si on s'attaque à Google, Facebook, je pense que votre problème de distorsion va être largement effacé. D'une part. D'autre part, je pense que Radio-Canada peut aussi être un partenaire et l'est souvent, et je pense qu'il peut l'être encore plus. Il y a des projets pilotes présentement, il y en a un entre autres avec le Winnipeg Free Press, où Radio-Canada, CBC dans ce cas-là, va mettre sur sa plateforme des articles ou des parties d'articles qui viennent du Winnipeg Free Press. Et là, si les gens veulent lire l'article au complet, vont être renvoyés sur le site du journal. Donc, peut-être que la plateforme radio-canadienne, qui est financée en grande partie par des deniers publics, peut servir de tremplin à d'autres joueurs dans l'écosystème médiatique. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que, évidemment, Radio-Canada est une société indépendante, donc je fasse attention. Mais je pense que du côté de Radio-Canada, CBC, la présidente, Mme Tate, a déjà dit qu'elle
qu'elle voyait beaucoup d'avenir dans ce modèle-là de partenariat. Donc, c'est l'une des choses qu'on veut explorer dans la réforme. Sur les médias, parce que je vois que le temps file, je serais curieux de vous entendre parce que c'est une question intéressée, mais qui excède largement le devoir. Oui. C'est tout un milieu qui attend ça impatiemment, mais ça fait plus de 2 ans que le gouvernement Trudeau s'est engagé à aider la presse écrite qui traverse une crise très importante. Et là, on parle pré-COVID, bien sûr, mais c'était déjà urgent à ce moment-là. Il n'y a pas eu, tu me corriges, Brian, si je me trompe, mais il n'y a pas eu, par exemple, par rapport au crédit d'impôt sur la masse salariale, l'argent n'a pas été versé. Alors qu'à Québec, en l'espace de quelques mois, on a réussi à penser quelque chose, le mettre en application et fournir l'argent par la suite aux différents médias. La crise, la COVID, a certainement accentué les besoins. Parlons précisément de la masse salariale. Est-ce que ça s'en vient, cet argent-là, et si oui, quand? Moi, en fait, je suis... Là, je comprends que ça relève peut-être de finances, mais... Oui, monsieur notre gouvernement. C'est ça. Je suis un peu en désaccord avec vous sur le délai, parce que dans le budget 2019, nous avons annoncé la mise en place d'un crédit d'impôt. Alors, pour que quelqu'un puisse bénéficier d'un crédit d'impôt, il doit d'abord produire sa déclaration de revenus, ce que les organes de presse ont fait au printemps 2020. Mm-hmm. Ils ont soumis ça à l'Agence du revenu. Et là, dans un souci de transparence, puis on a créé un comité indépendant, donc c'est pas le gouvernement qui décide qui va pouvoir se qualifier pour recevoir le crédit d'impôt. Mais donc, les organes de presse ont fait leur rapport d'impôt, ont soumis ça au comité en question qui relève de l'Agence du revenu vers la fin du printemps. Et là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs organisations qui ont été qualifiées au cours des dernières semaines. Évidemment, on ne peut pas divulguer de nom, là, c'est de l'information privée. Mais alors ça s'en vient. Et il n'y a pas eu... Et on a fait ça à travers la pire pandémie qu'on a connue dans les 100 dernières années. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent que ça a pris du temps, mais je vois difficilement, à moins qu'on remette en question le modèle du crédit d'impôt, comment on aurait pu faire ça plus rapidement. M. Guilbeault, pour votre information, le devoir attend toujours la confirmation qui est qualifiée. Et ces demandes-là ont été soumises très rapidement au printemps. Alors, ces délais-là sont réels et sont contraste avec la rapidité et la célérité avec laquelle le gouvernement du Québec, effectivement, était capable de déployer son propre programme. Maintenant, il y a un autre enjeu. Le Devoir, par les Amis du Devoir, qui est une société indépendante, est active en philanthropie depuis 1916. Les Amis du Devoir ont pratiquement inventé le modèle philanthropique dans les médias, à une époque où on n'en parlait pas vraiment. Et cette société-là n'est pas qualifiée pour émettre des reçus de charité. Est-ce que vous avez l'intention de changer la loi pour qualifier un plus grand nombre de fondations de soutien? Parce qu'en ce moment, la partie du programme fédéral qui porte sur les dons de charité a exclu à peu près tous les médias et toutes les fondations. Si on a mis en place un programme qui ne fonctionne pas, c'est certain que je vais travailler. Bon, évidemment, ça relève pas du ministère du Patrimoine, c'est quand même notre gouvernement, mais ça relève de d'autres collègues. Mais si on a mis en place un programme qui ne fonctionne pas, il faut corriger le tir, absolument. En fait, j'enlèverais le si de votre affirmation, puis on s'entendrait très bien. Et votre prédécesseur, M. Rodriguez, disait qu'il avait l'intention de modifier la loi pour qualifier un plus grand nombre. On ne parle pas de qualifier des entreprises à but lucratif, mais des fondations à but non lucratif, comme les Amis du Devoir. Et c'était d'ailleurs une annexe du rapport du premier comité d'experts qui avait été formé. Alors, on est en droit de s'attendre à quoi, de ce point de vue-là? Bien, le programme n'existe pas depuis très longtemps. Alors, il faut quand même voir comment ça fonctionne, faire un bilan, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre encore très longtemps pour constater que ça ne fonctionne pas et qu'il faut faire des changements. Mais donc, ce constat-là n'a pas été fait encore? Ça date donc de l'été 2019, quand même, où M. Rodriguez avait dit ça. Là, je comprends qu'il y a un contexte, mais quand même, on est un an plus tard. Écoutez, en termes de politique publique, on a perdu à peu près 6 mois où tout ce que tous les ministères faisaient, ou à peu près, a été dévié vers la crise. Alors, si on avait eu 6 mois de plus j'aurais déjà déposé mon projet de loi sur la radiodiffusion avant le mois de juin. Je m'étais engagé à le faire. On serait beaucoup plus avancé sur un paquet d'autres choses. Il fallait s'attaquer à cette crise-là.
Je veux parler rapidement de la relance du secteur culturel, parce que c'est une question qu'on vous pose souvent. Donc, en gros, vous avez mis 500 millions d'aides d'urgence direct en 2 phases, là, si on veut, ou en deux segments. Beaucoup de gens du milieu vous demandent, OK, mais ça nous aide maintenant, mais la suite, parce que la suite, on la voit pas, la reprise, on la voit pas avant plusieurs mois. Puis plus on avance dans peut-être cette deuxième vague, plus ça peut se reporter. Donc, est-ce qu'il y aura une aide, un plan de relance du fédéral et vous le voyez quand? Bien, d'abord, donc vous avez parlé du 500 millions d'aides directes. Quand on regarde l'ensemble de ce que le gouvernement fédéral a fait pour le secteur des arts et de la culture au pays, c'est plus de 3 milliards de dollars. Quand on inclut la subvention salariale, la prestation canadienne d'urgence. Et nous avons commencé il y a 3 semaines une série de consultations à travers le pays avec l'ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture, donc les gens de la télé, de l'industrie du film, la musique, les arts de la scène, les musées et ainsi de suite, pour voir avec eux parce que tout le monde n'est pas au même endroit. Dans certains cas, les choses ont pu reprendre à un certain rythme. Dans d'autres, c'est plus difficile. Mais c'est clair pour moi que le gouvernement fédéral va devoir faire plus pour aider le secteur. Et là, le but de ces consultations-là, qui vont se poursuivre pendant encore à peu près 1 mois, c'est de déterminer avec le milieu quels sont les besoins et nous, de préparer par la suite les mesures nécessaires. Mais il y a des choses qui s'en viennent probablement plus rapidement. Par exemple, on pourrait reprendre les tournages, que ce soit pour la télé ou pour le grand écran, si on trouvait une façon de fournir des assurances. Parce qu'il y a un problème présentement. Les assureurs ne veulent plus assurer les tournages en cas de COVID. Le gouvernement fédéral est généralement pas dans la business des assurances, mais là, on essaie de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et là, ça permettrait de remettre au travail près de 17 000 personnes assez rapidement au Québec, ailleurs au pays. Alors, il y a encore un certain nombre de mesures plus ponctuelles sur lesquelles nous travaillons, et nous travaillons également sur un plan de relance avec le secteur. En termes d'échéancier, difficile de vous donner un échéancier précis, mais je l'ai dit, le premier ministre le dit, cette première tranche de 500 millions-là, c'est pas la fin de ce qu'on va faire pour le secteur, c'est le début. Okay. Monsieur Guilbeault, très instructif. On vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et on va vous laisser reprendre votre vélo et retourner à vos activités ministérielles. Merci beaucoup, messieurs. Merci.